Personne, pendant des décennies, ne parla de la cave dissimulée sous l'ancienne propriété de Harrow. Et lorsque son nom revenait parfois dans la mémoire des anciens, c'était sous la forme d'un murmure, d'une rumeur imprécise que l'on préférait taire, car l'histoire qui s'y attachait ne concernait pas seulement un lieu, mais une époque entière, celle d'un monde fondé sur la domination, la peur et le silence, un monde déjà ancien au moment où les faits se déroulèrent, bien avant que le XXe siècle ne vienne imposer ses nouvelles certitudes. Car tout commença au printemps de l'année 1864, dans une région agricole parmi tant d'autres, où la terre rouge, battue par le soleil et les récoltes répétées, nourrissait à la fois les hommes libres et ceux qui ne l'étaient pas, et où une exploitation de taille moyenne, ni la plus riche ni la plus misérable, fonctionnait selon des règles immuables que personne n'osait remettre en question, dirigée par un homme convaincu que l'ordre du monde lui était favorable et que chaque être humain avait une place assignée, définitive, sans recours possible. Et dans cette maison principale aux murs fatigués, au plancher qui craquait sous les pas, vivait une enfant dont l'existence passait presque inaperçue, une fillette au regard attentif et au corps frêle, habituée dès le plus jeune âge à se fondre dans le décor, à observer sans être vue, à écouter sans jamais laisser paraître qu'elle comprenait. Car dans un univers où tout pouvait être retiré à tout instant, l'information devenait une forme de survie. Et c'est précisément cette capacité à entendre ce qui ne lui était pas destiné qui fit basculer son destin. Le soir où, dissimulée dans l'ombre, elle surprit une conversation inhabituelle entre deux hommes que la guerre avait rendus nerveux et imprévisibles, parlant à voix basse d'un blessé, d'un homme traqué, porteur de secrets militaires capables d'influencer le cours d'événements bien plus vastes que cette propriété isolée. Et alors même que la guerre faisait rage dans plusieurs régions du monde et que les frontières tremblaient sous les conflits et les ambitions impériales, c'est dans ce lieu reculé que se joua un drame minuscule à l'échelle de l'histoire, mais immense pour ceux qui y furent mêlés. Car cet homme blessé, dissimulé derrière une cloison condamnée depuis des années, représentait à la fois un danger mortel et une responsabilité morale que personne ne voulait assumer. Et tandis que les adultes débattaient de loyauté, de survie et d'intérêt personnel, l'enfant comprit que cet inconnu, enfermé dans l'obscurité, dépendait entièrement de décisions prises sans compassion et que sa vie pouvait s'éteindre dans l'indifférence la plus totale. Ce qui éveilla en elle une question simple mais terrifiante, celle de savoir si rester invisible signifiait accepter que l'injustice se déroule sans témoin, ou si, au contraire, il existait un moment où même une enfant privée de droit pouvait choisir d'agir. Et c'est ainsi que, sans encore mesurer les conséquences, elle sentit naître en elle une détermination silencieuse, une intuition profonde que ce secret enfoui sous la terre n'allait pas seulement marquer les mois à venir, mais redéfinir ce qu'elle croyait possible dans un monde qui lui avait toujours appris qu'elle ne comptait pas. Et cette nuit-là, alors que la maison s'endormait et que les champs semblaient retenir leur souffle, elle sut que quelque chose avait commencé, quelque chose qui ne pourrait plus être arrêté et dont personne, des années plus tard, ne comprendrait réellement l'ampleur. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une tension invisible que seul l'enfant semblait percevoir, car en surface, rien ne changeait vraiment. Les mêmes tâches répétitives, les mêmes ordres aboyés, les mêmes silences pesants. Pourtant, sous la maison, derrière cette cloison grossièrement dissimulée, une respiration faible persistait, irrégulière, rappelant à chaque instant que la mort n'était pas une idée abstraite, mais une présence concrète, enfermée à quelques mètres seulement. Et la fillette comprit rapidement que l'homme caché ne survivrait pas longtemps si personne n'intervenait, car ceux qui avaient décidé de le dissimuler l'avaient déjà relégué au rang de problème temporaire, un fardeau destiné à disparaître sans laisser de traces. Et c'est dans cet intervalle fragile, entre la survie et l'abandon, qu'elle prit une décision qui la dépassait, profitant de sa position marginale, de cette invisibilité acquise à force d'humiliation, pour observer les habitudes, noter les absences, mémoriser les moments où la cave était laissée sans surveillance, et peu à peu, avec une prudence presque instinctive, elle commença à détourner de minuscules quantités de nourriture, quelques gorgées d'eau, un morceau de tissu, rien qui puisse éveiller les soupçons, car elle savait que la moindre erreur se paierait cher.
et lorsqu'elle osa enfin retirer une planche mal fixée pour glisser un récipient dans l'obscurité, elle fut frappée par l'odeur de fièvre et de sang séché, par le souffle rauque de cet homme dont elle ne distinguait encore que la voix, une voix épuisée, méfiante, incrédule face à cette aide inattendue. Et au fil des nuits, un rituel dangereux s'installa, fait de visites silencieuses, de soins improvisés appris par transmission orale, de plantes écrasées, de bandages changés à la lueur tremblante d'une bougie, tandis qu'au-dessus d'eux, le monde continuait comme si de rien n'était, ignorant qu'un lien étrange, presque impensable dans le contexte de l'époque, était en train de se former. Car l'homme blessé, issu d'un camp opposé à la liberté même de l'enfant, commençait à parler, à raconter ce qu'il avait vu ailleurs, sur d'autres territoires ravagés par la guerre, dans des régions lointaines où les mêmes logiques de domination se répétaient sous d'autres drapeaux. Et ces paroles, d'abord confuses, prirent peu à peu la forme d'un aveu, celui d'un individu qui réalisait trop tard la nature du combat auquel il avait participé. Et la fillette, sans le juger, écoutait, non pas par naïveté, mais parce que ces récits confirmaient ce qu'elle pressentait depuis toujours. L'injustice n'était pas locale, elle traversait les frontières et les décennies. Et pendant que la blessure guérissait lentement, une autre transformation s'opérait, plus profonde, car l'homme cessait de voir l'enfant comme une simple apparition salvatrice et commençait à comprendre l'abîme qui séparait sa propre existence de celle de cette fillette privée de choix. Tandis qu'elle, en retour, découvrait qu'aider ne signifiait pas absoudre, mais affirmer une humanité que le système entier tentait de nier. Cependant, cette fragile clandestinité ne pouvait durer indéfiniment, car les regards devenaient plus insistants, les réserves légèrement entamées éveillaient des soupçons, et l'autorité brutale qui régnait sur la propriété commençait à sentir que quelque chose lui échappait, faisant peser sur chaque nuit une menace croissante, comme si le temps lui-même se refermait sur eux, annonçant qu'un choix définitif devrait bientôt être fait, un choix qui ne concernerait plus seulement la survie d'un homme blessé, mais l'avenir même de celle qui avait osé agir dans l'ombre. À mesure que l'été avançait et que la chaleur alourdissait l'air jusque dans les espaces souterrains, la situation devint plus instable, car l'homme caché reprenait des forces alors même que le danger se rapprochait. Et cette contradiction rendait chaque geste plus risqué, chaque décision plus lourde de conséquences, d'autant que les tensions liées à la guerre s'intensifiaient partout, bien au-delà de cette propriété isolée, dans les ports européens, dans les colonies lointaines, dans les capitales où l'on décidait du sort de peuples entiers sans jamais connaître leur visage. Et ici, dans cette maison, le maître des lieux commençait à parler d'inspection, de patrouille, de soldats susceptibles de fouiller chaque recoin, car les conflits du monde finissaient toujours par atteindre même les endroits qui se croyaient oubliés. Et la fillette, attentive à chaque murmure, comprit que le temps de la dissimulation touchait à sa fin, car l'homme blessé n'était plus seulement un secret, il était devenu une preuve vivante, un risque qui menaçait l'ordre fragile sur lequel reposait l'autorité locale. Et lorsque les visites nocturnes cessèrent soudainement, remplacées par un silence inquiétant, elle sut que ceux qui l'avaient enfermé avaient décidé de le laisser mourir lentement, afin d'effacer toute trace sans avoir à assumer un acte direct, révélant ainsi la logique implacable de ce système où la lâcheté se déguisait en prudence. Et c'est dans ce moment précis que l'enfant comprit que son rôle ne pouvait plus se limiter à soulager une souffrance, car l'inaction équivalait désormais à une condamnation. Et malgré la peur, malgré la conscience aiguë du danger, elle fit ce que peu d'adultes auraient osé faire. Elle prit l'initiative de préparer une fuite, en silence, en observant les chemins, en mémorisant les zones boisées, les cours d'eau capables de brouiller une piste, utilisant des savoirs transmis de génération en génération par ceux qui avaient tenté, parfois sans succès, de s'échapper. Et lorsque l'ordre fut donné de faire disparaître l'homme avant l'aube, elle n'attendit pas, elle força l'ouverture, guida le corps encore affaibli hors de sa cachette, et pour la première fois, l'homme vit pleinement celle qui l'avait sauvée, non plus comme une ombre, mais comme une enfant déterminée, consciente de ce qu'elle risquait. Et leur fuite improvisée les plongea dans un monde nocturne où chaque bruit devenait une menace, où les aboiements de chiens rappelaient que la chasse à l'homme était une pratique ordinaire, presque banale. Et tandis qu'ils avançaient péniblement à travers bois, traqués par ceux qui refusaient de perdre leur autorité,
La fillette mit en œuvre une ruse ancienne, utilisant l'eau froide d'un ruisseau pour effacer leurs traces, restant immobile pendant des heures malgré le froid et la peur, car elle avait appris très tôt que survivre signifiait parfois disparaître complètement. Et lorsque les poursuivants s'éloignèrent, convaincus d'avoir perdu la piste, ils trouvèrent refuge dans un lieu abandonné, vestige d'une activité passée, symbole parfait de ces vies brisées et laissées à l'abandon par le progrès et la guerre. Et dans ce refuge précaire, alors que l'homme retrouvait lentement sa force, une relation étrange se construisit, faite de récits nocturnes, de confessions tardives, de remords et de prises de conscience. Car l'homme admettait désormais que son combat n'avait servi qu'à perpétuer une injustice mondiale. Et l'enfant, elle, comprenait que la liberté, même si elle se profilait à l'horizon, ne serait ni simple ni immédiate, car les chaînes pouvaient changer de forme sans disparaître. Et pourtant, malgré cette lucidité, il continuait à avancer vers le nord, vers une ligne invisible qui séparait l'espoir de la condamnation, porté non pas par la certitude d'un avenir meilleur, mais par la conviction profonde que rester immobile aurait été pire encore, et que dans un monde ancien fondé sur la violence, choisir d'aider, de fuir, de désobéir était déjà une forme de victoire, même fragile, même incomplète. Et c'est ainsi que leur route se poursuivit, incertaine, dangereuse, mais irréversible, inscrivant leur histoire dans ce vaste passé où les destins individuels, souvent ignorés, façonnaient pourtant silencieusement le sens même de l'histoire. La marche qui suivit fut lente et éprouvante, car chaque nuit apportait son lot de doutes, et chaque aube rappelait que la visibilité était l'ennemi de ceux qui n'avaient nulle part où se rendre officiellement. Et tandis qu'ils progressaient à travers des territoires marqués par le passage des armées, des villages vidés de leurs habitants, des routes abandonnées où subsistaient les traces de conflits plus vastes, ils comprirent que leur histoire individuelle n'était qu'un fragment d'un chaos mondial qui, à différentes latitudes, broyait les plus faibles et recyclait les mêmes mécanismes de domination. Car partout, que ce soit dans les campagnes d'Europe orientale, sur les routes coloniales ou dans les territoires disputés d'Asie, les guerres d'avant 1950 avaient en commun cette capacité à rendre invisibles ceux qui ne comptaient pas dans les bilans officiels. Et la fillette, désormais hors de la propriété qui l'avait enfermée, découvrait une autre forme de précarité, celle de l'errance, où la liberté n'était pas synonyme de sécurité, mais d'exposition permanente. Tandis que l'homme qu'elle accompagnait, encore affaibli, se heurtait à une culpabilité grandissante, car plus ils avançaient, plus il prenait conscience que sa survie reposait sur le courage d'une enfant que le monde avait systématiquement trahi. Et lors de leur halte nocturne, dissimulée dans des granges désertées ou des ruines oubliées, il parlait de ce qu'il avait vu ailleurs, de ports lointains où les mêmes cargaisons humaines transitaient sous d'autres noms, de frontières où l'on changeait de langue sans changer d'oppression. Et ces récits, loin de rassurer, renforçaient chez l'enfant une lucidité précoce, car elle comprenait que franchir une ligne militaire ne suffisait pas à effacer des siècles d'inégalité, mais que refuser de revenir en arrière restait essentiel. Et lorsqu'enfin ils atteignirent une zone contrôlée par des forces opposées à celles qui les traquaient, ils ne furent pas accueillis comme des héros, mais comme des anomalies administratives, interrogés, observés, évalués, car même la compassion obéissait à des règles. Et l'enfant dut raconter encore et encore son histoire à des hommes en uniforme qui prenaient des notes sans toujours lever les yeux, réduisant son courage à des phrases succinctes, tandis que l'homme, quant à lui, renonçait officiellement à toute allégeance, devenant un corps sans camp, toléré mais surveillé. Et dans cet espace transitoire fait de camps improvisés, de tentes, de registres et de promesses vagues, la fillette découvrit une vérité dérangeante. Celle que la fin d'une oppression n'annonçait pas nécessairement le début d'une justice, car beaucoup autour d'elle, libérés en apparence, se retrouvaient enfermés dans d'autres structures de dépendance, privés de ressources, livrés à la maladie et à l'oubli. Et pourtant, malgré cette désillusion, elle refusa de considérer son choix comme une erreur, car elle avait vu de ses propres yeux que l'acte d'aider avait produit une onde, minuscule mais réelle, capable de transformer deux destins et de fissurer un système fondé sur la résignation. Et tandis que l'homme finissait par reprendre la route seul, vers un avenir incertain où il tenterait de réparer ce qui pouvait l'être, l'enfant demeura, travaillant, apprenant, observant ce monde d'après-guerre qui se reconstruisait sur des ruines encore fumantes, consciente que sa liberté serait une conquête lente, faite de compromis et de luttes silencieuses, mais aussi convaincue que son histoire, même si elle n'était jamais racontée dans les livres, portait en elle une vérité essentielle.
celle que dans les périodes les plus sombres du passé, bien avant que le mot « droits humains » ne devienne un principe universel, des choix individuels avaient déjà défié l'ordre établi, préparant sans le savoir les fondations fragiles d'un avenir différent. Les années qui suivirent s'inscrivirent dans une lente reconstruction, non pas celle que célébraient les discours officiels ou les proclamations politiques, mais une reconstruction intime, fragmentée, faite de petits gestes et de décisions quotidiennes. Car la fillette, devenue adolescente dans ce monde encore instable, apprit rapidement que survivre hors des chaînes visibles ne signifiait pas être protégée de la violence sociale. Et partout où elle passa, dans les villes en expansion comme dans les campagnes dévastées, elle retrouva les mêmes hiérarchies dissimulées sous des mots nouveaux, les mêmes regards qui jaugeaient, classaient et excluaient. Pourtant elle avançait, portée par une détermination forgée très tôt, travaillant là où on l'acceptait, observant, apprenant à lire et à écrire avec une rigueur presque obsessionnelle, consciente que le savoir était l'une des rares formes de pouvoir que l'on pouvait difficilement lui arracher. Tandis que l'homme qu'elle avait sauvé tentait ailleurs de se fondre dans une vie ordinaire, changeant de nom, de région, parfois même de langue, car le monde d'avant 1950 offrait de nombreux refuges à ceux qui cherchaient à disparaître, mais aussi peu d'occasions d'effacer complètement le passé. Et leurs destins, bien que séparés, restèrent liés par cette période enfouie qu'aucun d'eux ne pouvait vraiment raconter sans risquer d'être incompris ou rejeté, car les sociétés préféraient les récits simples, héroïques ou tragiques, et non ces histoires ambiguës où un enfant sans droit avait sauvé un homme issu du camp oppresseur. Et avec le temps, la jeune femme qu'elle devint comprit que son expérience ne lui avait pas seulement permis de survivre, mais lui avait donné une capacité rare à reconnaître l'injustice sous ses formes les plus discrètes, celles qui se cachaient derrière les règlements, les contrats, les promesses d'ordre et de stabilité. Et elle choisit alors, sans jamais le formuler comme une mission, d'aider à son tour, offrant un toit temporaire, un repas, une information, un conseil à ceux qui, comme elle autrefois, se trouvaient à la marge, déplacés par les conflits, les famines ou les décisions prises loin d'eux. Et ce réseau informel de solidarité, invisible pour les autorités, s'inscrivit dans une tradition ancienne qui avait traversé les siècles et les continents, reliant les individus bien plus efficacement que les institutions, tandis que les décennies passaient et que le monde s'approchait lentement de la moitié du XXe siècle, elle conserva des objets simples, traces matérielles de son passé, un morceau de bois sculpté, une pierre lisse, quelques pages écrites de sa main, non par nostalgie, mais pour se rappeler que son existence avait eu un sens dès l'instant où elle avait refusé de détourner le regard. Et même lorsque les récits officiels de l'histoire mondiale continuaient à glorifier les chefs, les batailles et les traités, elle savait que la véritable transformation s'était jouée ailleurs, dans des caves obscures, des chemins de fuite, des décisions prises par ceux que personne n'écoutait. Et cette certitude, acquise dans un monde ancien encore dominé par la violence structurelle, resta son ancrage le plus solide, lui permettant de traverser les bouleversements à venir sans perdre ce qu'elle avait compris très tôt, que la dignité humaine ne dépend ni d'un drapeau, ni d'une époque, mais de la capacité à agir lorsque tout incite au silence. Lorsque la première moitié du XXe siècle s'acheva, et que le monde, épuisé par des décennies de conflits, de déplacements forcés et de violences industrielles, tenta de se raconter une histoire de progrès et de rupture avec le passé, peu de traces subsistaient de ce qui s'était joué des années plus tôt, dans l'ombre d'une cave et sur des chemins nocturnes empruntés par nécessité. Car la femme qui était devenue l'enfant de jadis avait appris à ne pas chercher de reconnaissance, consciente que certaines existences traversent l'histoire sans y laisser de signature officielle. Et pourtant, son passage avait laissé des marques, diffuses mais réelles, dans les vies qu'elle avait croisées, dans les gestes qu'elle avait transmis, dans cette manière presque instinctive de tendre la main à ceux que le monde considérait comme perdus.
Et tandis que de nouveaux conflits éclataient ailleurs, sur d'autres continents, reproduisant les mêmes logiques de déshumanisation sous des idéologies différentes, elle observait avec une lucidité douloureuse cette répétition incessante, comprenant que l'humanité semblait condamnée à oublier trop vite ses propres leçons. Mais elle refusait le cynisme, car elle avait vu, de l'intérieur, ce qu'un seul choix pouvait provoquer. Comment un acte discret, accompli sans témoin, pouvait infléchir des trajectoires entières. Et dans ces dernières années, alors que les voix de son passé se faisaient plus présentes que les visages du présent, elle repensait moins à la peur qu'elle avait ressentie qu'à la clarté étrange qui l'avait habitée à ce moment précis où elle avait décidé d'agir, comprenant que cette clarté avait été le véritable point de bascule, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient bénéficié, directement ou indirectement, de ce refus de l'indifférence. Et lorsqu'elle disparut à son tour, sans monument ni annonce, son histoire continua à circuler de manière fragmentaire, transmise par des témoignages indirects, des archives incomplètes, des souvenirs déformés, jusqu'à devenir presque une légende du passé lointain, située dans un monde révolu. Avant 1950, avant que les mots « génocide »,« droit civique » ou « justice internationale » ne structurent les débats. Et pourtant, cette histoire conservait une force intacte, car elle rappelait une vérité inconfortable. Les époques changent, les régimes tombent, les frontières se déplacent, mais la responsabilité individuelle demeure. Et ce ne sont pas toujours les puissants qui la portent, mais souvent ceux à qui l'on a appris à se taire. Et si cette histoire mérite d'être racontée encore, ce n'est pas pour glorifier la souffrance ou idéaliser le passé, mais pour rappeler que, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire humaine, bien avant les grandes déclarations universelles, il existait déjà des actes de résistance silencieuse, capables de traverser le temps, de survivre à l'oubli, et de nous confronter, aujourd'hui encore, à une question essentielle. Qu'aurions-nous fait, nous aussi, dans l'obscurité, lorsque personne ne regardait ?